Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Je suis Laure Bonatti, docteur vétérinaire, et je consulte en médecine du comportement pour les animaux domestiques. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier dans notre podcast. Je suis seule au micro puisque ma complice Mathilde remplace une consoeur cette semaine et ne peut donc pas être avec moi pour l'enregistrement. Et pour cet épisode en solo, je vais vous parler d'un sujet dont l'importance est parfois sous-estimée en médecine du comportement, la douleur. Comme souvent, c'est à la suite d'une consultation récente qu'on a eu l'idée de ce sujet. Il s'agissait d'un petit chihuahua âgé de 4 ans qui se montrait agressif envers sa propriétaire. Selon elle, l'agressivité était apparue brutalement et elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé. Par contre, son conjoint n'avait pas de problème avec le chien, il se montrait vraiment amical avec lui, même pendant la consultation. Au départ, la propriétaire avait eu l'impression que son chien avait mal. Elle a donc naturellement commencé par consulter son vétérinaire traitant. Le vétérinaire traitant a examiné le chien et lui, il n'a pas trouvé d'anomalie significative et d'explication pour cette agressivité. Il a donc décidé de référer le chien vers un vétérinaire dont la spécialité est la chirurgie. Ce vétérinaire, il examine le chien et lui, il diagnostique une anomalie fréquente au niveau des genoux du petit chihuahua, qu'on appelle une luxation des rotules. Je pense que tous les propriétaires de petits chiens qui écoutent le podcast ont déjà entendu parler de cette anomalie puisque la luxation des rotules, c'est vraiment une anomalie congénitale très fréquente chez les chiens de petite race. Mais, selon le chirurgien spécialiste, cette luxation des rotules, elle ne pouvait pas expliquer l'agressivité du chien et elle n'était pas suffisamment avancée, suffisamment gênante pour lui et donc ne nécessitait pas encore une prise en charge chirurgicale. Il n'avait donc aucune explication sur l'agressivité et il a décidé à son tour de référer à un autre spécialiste, un autre vétérinaire spécialiste, un neurologue. Le neurologue examine le chien, tout lui paraît normal, mais il n'arrive toujours pas à expliquer à la propriétaire pourquoi le chihuahua essaye de la mordre depuis 2-3 mois. Il recommande donc à son tour d'aller voir un vétérinaire qui consulte en médecine du comportement. Et c'est comme ça que madame, monsieur et le petit chien arrivent dans ma salle de consultation. Clairement, ce qui me frappe quand je vois le chien, c'est qu'il est douloureux, il a mal. On a cette chance en médecine du comportement de pouvoir prendre le temps de vraiment regarder les animaux. La première chose qu'on dit aux gens, c'est de lâcher le chien et de le laisser faire ce qu'il veut dans la salle de consultation. Nous, ça nous apporte plein d'infos. D'abord sur le tempérament du chien. Est-ce qu'il explore la salle de consultation ? Est-ce qu'il joue avec les jouets qu'on a laissés sur le sol ? Est-ce qu'il accepte les friandises ? Est-ce qu'il va voir les humains qu'il ne connaît pas ? Mais ça nous donne aussi des informations sur la relation entre l'animal et son propriétaire. Parce qu'on voit tout de suite si le propriétaire a confiance en son chien et réciproquement. Bref, c'est vraiment très utile de prendre le temps de regarder les animaux. Bon, du coup, ce que je constate, c'est que la démarche de mon petit chihuahua n'est pas normale. Il évite de mettre du poids sur l'un de ses membres postérieurs, ce qui colle plutôt bien avec une douleur du genou. Et puis, en creusant avec la dame, en discutant avec elle, je comprends qu'en fait, ce chien, il a toujours été agressif. Il grognait fréquemment, il montrait les dents quand la propriétaire voulait le pousser pour s'installer sur le canapé, par exemple. Par contre, le passage à l'acte, c'est-à-dire la morsure, ils étaient beaucoup plus récents. Et puis ce que je comprends aussi, pareil, pendant la conversation, c'est que les morsures sur la propriétaire n'arrivent que dans des contextes très précis. Par exemple, lorsque la propriétaire doit mettre le harnais avant d'aller promener le chien, ou justement lorsqu'elle le prend, qu'elle le soulève pour le déplacer. Et ça, c'est quelque chose que les humains font très facilement avec les animaux de petite taille, que ce soit les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'Inde. Mais franchement, c'est un geste très intrusif de prendre un animal dans ses bras pour le déplacer. La moindre des choses, c'est de s'assurer que l'animal est consentant avant de le faire, de regarder ses mimiques faciales et ses potentiels signaux de stress qu'il pourrait être en train d'exprimer. On en reparlera un peu plus tard.
Bon, spoiler alerte, la plupart des animaux détestent qu'on les prenne dans les bras pour les déplacer. Et puis mettez-vous à leur place, je pense que vous n'aimeriez pas ça non plus. D'ailleurs, le monsieur qui, lui, promène le chien en liberté sans laisse et ne cherche jamais à le soulever ou à le déplacer, il ne se fait jamais mordre. Donc si je fais le bilan, on a un petit chien d'un tempérament agressif qui mord la dame lorsqu'elle le touche ou qu'elle le déplace. Et ce petit chien, il a en plus une anomalie de la démarche. Ici, mon hypothèse, c'est que la douleur a provoqué une aggravation du comportement agressif du chihuahua. La motivation de ce petit chien, c'est de mettre à distance la dame qu'il perçoit comme une menace, parce qu'en fait, il a mal lorsqu'elle le manipule. Clairement, il me paraît essentiel de d'abord traiter la douleur de ce petit chien, parce qu'elle explique une grande partie de son agressivité. Je pense que c'est le moment de faire un petit point sur ce qu'on appelle l'échelle de l'agression, ladder of aggression en anglais. On peut la trouver très facilement sur Internet, c'est très parlant et tous les propriétaires de chiens devraient y jeter un petit coup d'œil. Je vous la mettrai évidemment en commentaire du podcast. Ainsi que sur notre page Instagram, ce sera encore plus simple. Ce que dit cette échelle de l'agression, c'est qu'avant de mordre, les chiens vont envoyer des tas de signaux qui disent qu'ils sont mal à l'aise, stressés, inconfortables avec la situation. Ils commencent par se lécher la truffe, les lèvres, ils détournent le regard, couchent les oreilles en arrière, adoptent une posture figée, grognent, claquent des dents et enfin, ils mordent. En gros, ils montent graduellement en pression jusqu'à la morsure. Le problème, c'est que les humains ne sont pas vraiment doués pour voir ces signes. Et à mon avis, particulièrement chez les petits chiens. Un chihuahua de 2,5 kg qui se lèche la truffe et détourne le regard quand on le soulève et qui donc dit qu'il est mal à l'aise avec ce geste, personne ne l'écoute vraiment. Le chien dont on parle ici avait même déjà râlé, comprenez, il avait déjà grogné, sans que la propriétaire ne considère ça comme un véritable problème. Ce n'est que lorsqu'il a mordu que c'est devenu un problème pour elle. En clair, il n'y a que ce signal-là de l'échelle de l'agression qu'elle a compris et interprété comme une menace. Et du coup, sans le vouloir, elle a récompensé, entre guillemets, son chien, puisqu'elle a cessé de vouloir le toucher pour justement éviter de se faire mordre. Le chien a enfin obtenu ce qu'il voulait, qu'on arrête de le manipuler lorsqu'il a mal. En éthologie, l'agressivité, c'est la tendance d'un individu à résoudre ses problèmes par des comportements agressifs. Et bien sûr, tous les animaux n'ont pas la même tendance à l'agressivité. Mais ce qui est sûr, c'est que la douleur peut baisser le seuil de déclenchement de cette agressivité. Et ça s'explique assez facilement. Quand on a mal, on cherche à protéger son intégrité physique. Et donc, on va mettre à distance ce qu'on perçoit comme une menace, que ce soit un humain, même son propriétaire, ou un congénère. On parle d'agression par autoprotection. D'ailleurs, pour nous, vétérinaires, une manifestation agressive, donc un chien, un chat qui va cracher, qui va essayer de nous mordre quand on le manipule, qu'on l'examine juste après une chirurgie, par exemple, c'est un signe qu'il est douloureux et qu'il faut qu'on agisse pour prendre en charge sa douleur et pour le soulager. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est lorsqu'il s'agit de douleurs chroniques, qui sont souvent totalement sous-estimées par les propriétaires. On peut penser aux chats qui ont des problèmes urinaires avec des cystites dites idiopathiques ou des problèmes dentaires avec des gingivites carabinées. Il y a des animaux qui ont la bouche dans un état catastrophique et il n'y a aucune raison de penser que c'est pas douloureux. La douleur dentaire chez l'humain, c'est considéré comme des douleurs très intenses. Moi, je pense que c'est la même chose pour les animaux domestiques. On peut penser aussi aux chiens arthrosiques qui ont de la dysplasie ou encore qui ont des problèmes de peau toute leur vie. Et chez l'humain, ce qu'on sait, c'est que la douleur chronique a des répercussions sur l'état mental. Et notamment, on sait que les patients souffrant de douleurs dites neuropathiques, qui sont des douleurs qui sont difficiles à soulager, présentent fréquemment de l'anxiété. On a donc ce qu'on appelle une comorbidité entre la douleur chronique et certains troubles du comportement, comme l'anxiété. Chez le chien, l'influence d'une douleur neuropathique sur le comportement a été étudiée dans une race en particulier, le cavalier King Charles. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une malformation très fréquente dans cette race qu'on appelle le syndrome de Chiari.
Et en conséquence de ce syndrome de Chiari, on peut avoir une compression du cervelet. Donc le cervelet, c'est une des structures du système nerveux central qu'on trouve dans le crâne, avec le cerveau et le tronc cérébral. Et donc le cervelet, lorsqu'il y a un syndrome de Chiari, il peut être comprimé et commencer à s'engager dans l'orifice du crâne vers la colonne vertébrale. Et ça, c'est ce qu'on appelle une syringomyélie. Les humains atteints du syndrome de Chiari décrivent souvent qu'ils ont des maux de tête et des sensations bizarres avec des fourmillements sous la peau. Les chiens atteints d'un syndrome de Chiari ont souvent ce qu'on appelle un prurite fantôme, c'est-à-dire qu'on les voit se gratter la tête et le cou sans qu'aucune cause ne puisse expliquer ces démangeaisons. Bon, à part la compression de leur cervelet et l'engagement du cervelet vers la colonne vertébrale. Dans cette publi, dont je vous mettrai les références en commentaire, les auteurs ont fait remplir à des propriétaires de Cavalier King Charles un questionnaire sur le comportement et la qualité de vie de leurs chiens. Il en ressort que les chiens atteints d'un syndrome de Chiari présentent plus de réactions de peur que les autres. Et ces chiens, ils sont également plus anxieux, notamment lorsqu'ils sont laissés seuls en absence des propriétaires. Donc clairement, la douleur ne joue pas seulement sur le déclenchement de l'agressivité, mais elle joue également sur la perception de son environnement par l'animal. Ici, chez le Cavalier King Charles atteint d'un syndrome de Chiari, les chiens qu'on suppose atteints d'une douleur neuropathique chronique sont aussi plus peureux et plus anxieux. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux, car on sait bien que chez l'humain, l'anxiété va venir aggraver la perception de la douleur par l'individu. Si on vous dit que tel acte médical va vous faire mal, par exemple si vous devez aller chez le dentiste et que votre meilleur ami vous dit « Oh là là, tu vas te faire arracher une dent, ça va être terrible, tu vas avoir très très mal », vous pouvez être certain que vous aurez encore plus mal lorsque ça arrivera que si vous y allez en étant détendu et sûr que ça va bien se passer. L'anxiété aggrave la perception de la douleur. Dernier point qu'il me semblait important d'aborder, on pense aussi que la douleur a une influence sur la qualité des apprentissages et sur les performances des individus. Imaginez-vous en train d'essayer d'apprendre une poésie en ayant justement une rage de dents ou très très mal au ventre. Probablement que vous ne serez pas très concentré sur vos apprentissages et que donc vous ne serez pas très performant dans cette tâche. Alors, vous allez me dire que nos animaux domestiques n'ont pas besoin d'être performants. C'est sûr que votre vieux matou arthrosique couché en boule sur son plaid en polaire, on ne lui demande pas vraiment de travailler et d'être performant dans ses apprentissages. Mais il y a beaucoup d'animaux qui travaillent. Il y a tous les chiens guides d'aveugles, les chiens de recherche, les chiens policiers, et puis il y a aussi les chevaux. La grande majorité des cavaliers attendent de leur cheval qu'il soit performant en toutes circonstances, qu'il réussisse à faire cet exercice ou à enchaîner ce parcours d'obstacles. Mais on remet assez peu en question le fait que les pratiques de l'équitation sont au mieux contraignantes, voire parfois carrément douloureuses pour le cheval. Ici, je parle de l'équitation classique, avec un filet et une selle. Donc, on met un mors en métal dans la bouche, on applique une forte tension sur les rênes, mais on ne se demande pas vraiment où appuie le mors concrètement sur la bouche. Quelles sont les structures de la bouche qui vont être impactées par cet objet métallique? On pose la selle sur le dos, mais sans se demander si les pressions ressenties par le cheval sur son dos sont tolérables pour lui. Et encore une fois, on est incapable, nous humains, de percevoir des signaux révélateurs d'inconfort, voire de douleur, envoyés par nos chevaux. Pourtant, ces signaux, ils ne sont pas tous très subtils ni très compliqués à voir. Quand un cheval couche les oreilles quand on pose la selle sur le dos, voire qu'il menace de vous mordre, quand il lève la tête le plus haut possible quand on lui présente le filet pour justement éviter d'avoir à mettre le filet, quand il refuse un obstacle au risque de se prendre une salve de cris ou de coups de cravache, quand il se braque, qu'il rue, qu'il se cabre pour éviter un exercice, je pense que la première chose à faire, c'est de se demander si ce cheval n'a pas mal avant de se dire qu'il est irrespectueux, caractériel ou mal élevé. Comme on le disait dans le premier épisode de ce podcast consacré à la notion de dominance, les chevaux ne se réveillent pas le matin en rêvant d'être les maîtres du monde pour ne plus avoir à supporter leur cavalier.
les comportements conflictuels lors du travail ou juste avant, pendant la préparation, et en particulier l'agressivité envers l'humain sont des comportements appris. En gros, le cheval a associé le travail monté à un événement aversif qui donc a des conséquences négatives pour lui. Et naturellement, il va chercher à l'éviter. Exactement comme mon petit chihuahua du début qui ne voulait plus que sa propriétaire le touche. Et souvent, c'est la douleur ressentie lors de cet événement qui explique le comportement de l'animal. Je vais arrêter là cet épisode. Il y a encore beaucoup à dire sur les signes d'inconfort du cheval monté et promis, on travaille sur ce thème. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques, commentaires et questions. Nous serons ravis d'y répondre. On vous dit à très bientôt dans Vétologie, évidemment au complet avec Mathilde. Et surtout, abonnez-vous et partagez le podcast autour de vous. En tout cas, merci de votre écoute.